Nous avons fait nos adieux aux chevaux sauvages de Kalamaili et allons à 500 km de là à Tinkhre qui partage sa frontière entre la Mongolie. Nous nous rendons ensuite à Phuyun où les pierres précieuses sont abondantes. Un autre petit bijou à découvrir sera Keketorai, un parc géologique national. Alors qu'est-ce que vous attendez? Montez avec moi sur la banquette arrière et prenons la route. Ce qui est indispensable pour notre survie, à part les cartes, la nourriture et l'eau, la musique est votre meilleur compagnon pour les heures interminables sur la route. La route nationale 216 relie le chef-lieu Urumqi à Altaï, la destination finale, et nous ferons escale à Tinkhre et Phuyun. Le paysage de Tinkhre est presque à l'opposé de la poussière sèche des routes du Gobi. À la place, cette préfecture autonome kazakh peut s'enorgueillir de ses collines verdoyantes. Donc, nous avons commencé à 17h, nous sommes partis de là et c'est là que nous devons aller, le district de Tinkhre. Ça fait environ 500 km, nous avons fait environ, je ne sais pas, la moitié du chemin et maintenant il est 22h. Nous sommes donc un peu fatigués parce que tout ce que nous voyons, c'est ce paysage à perte de vue, ces terres immenses qui nous montrent à quel point le Xinjiang est gigantesque. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est le ciel qui change vraiment de couleur. Il était bleu dans la journée, maintenant il est orange, violacé. C'est vraiment magnifique. Mais nous voulons y arriver avant qu'il ne fasse trop nuit. Et c'est là que nous allons, le district de Tinkhre. Faites le plein de carburant, malgré la beauté du lieu, on n'a pas envie d'être abandonné à son sort ici. Nous l'avons échappé belle. Nous sommes arrivés à Tinkhre à 2h, juste avant de tomber en panne sèche. Nous sommes partis très tôt de Tinkhre pour l'un des plus beaux joyaux du district, cette chaîne de montagnes. C'est tout simplement superbe de la traverser en voiture. Avant, nous avions la route toute plate du désert de Gobi et maintenant nous avons des vaches, de la verdure et des collines. Ça a complètement changé. Sanahai est une chaîne de montagnes qui abrite une prairie magnifique à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ça va nous prendre environ 2h30 pour y arriver. Et nous sommes impatients d'y être car la chaîne de l'Altaï est au nord. Conduire ici nécessite de la résistance et de l'expérience. Planifier à l'avance et louer un véhicule avec un chauffeur professionnel de Phuyun ou de l'Altaï car les ressources sont limitées ici. Mais gardez l'esprit ouvert car malgré cela, il y aura toutes sortes de problèmes à résoudre. On dirait qu'on est coincé à cause d'un petit problème, on vient de l'autre voiture. La force du nombre est une véritable bénédiction. J'éprouve une étrange satisfaction à pousser de toutes mes forces. Peut-être que c'est parce que travailler ensemble permet vraiment de souder une équipe. Je peux voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Pourquoi ce contrôle? Vous êtes dans une zone protégée et nous avons établi un quota pour les véhicules. On doit payer? Pas pour le moment. C'est juste pour protéger l'environnement. Oh, d'accord. J'applaudis leurs efforts de conservation. À force de me cogner la tête sur la route, je suis un peu étourdie, mais devant la prairie romantique, je suis à vrai dire subjuguée et mes yeux sont grands ouverts. Quelle bouffée d'air frais! Regardez ces sommets enneigés. C'est magnifique. Il fait vraiment frais en ce moment. Vous savez qu'il y a une image romantique qui est attachée au mode de vie nomade, avec les yourtes et les animaux. Et regardez les chevaux, il y a une sensation de liberté parce que nous vivons dans un monde hyper connecté et menons un mode de vie qui pompe toute notre énergie. Parfois nous devons nous rappeler que ce qui est simple est vrai, mais c'est aussi très difficile de se déplacer à chaque saison, l'été, l'hiver et monter ses yourtes. Ce qui différencie la culture agraire du style de vie nomade. Dans cette région semi-aride de steppe, le climat difficile nécessite un mode de vie itinérant. Ce serait impossible sans une habitation mobile appelée ger ou yourte. Le ger est plein de vie. C'est un lieu où l'on se retrouve et où on se restaure. Les gens ici sont connus pour leur grande hospitalité. Un étranger ou un visiteur sera aimablement reçu et se régalera de mets somptueux à base d'agneau et de produits laitiers. Cette expérience unique me donne l'impression d'être entrée dans une page de la mythologie. C'est quoi cette colline? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Hwaiheize, c'est la Mongolie après la colline.
Ah, il est allé là-bas? Il va à la frontière, mais il ne l'a pas franchie. Là, c'est la Mongolie et ici, c'est la Chine. Il dit que vous êtes toujours le bienvenu en tant qu'invité chez eux. Vos maisons sont ici. Ils sont si proches les uns des autres. Ils sont si enthousiastes. Je vais faire un portrait de famille. Permettez-moi de prendre une photo. Ok, je ne sens pas du tout la pression. Laissez-moi régler l'exposition. La plupart des gens viennent en été, quand les nomades plantent leur guerre ici avant de se retirer sur les basses terres en hiver. Mais le seul moyen, c'est d'aller en haut pour une vue aérienne. Nous sommes montés jusqu'au sommet et il fait froid, mais la vue est spectaculaire et ça vaut vraiment la peine. Tout cela, toute cette plaine s'appelle Sanda Heizi et se compose donc de 3 lacs. Ce que vous pouvez voir ici et là s'appelle Hua Heizi et au-delà de la colline, c'est Zhong Heizi et Bian Heizi qui sont les 2 autres lacs. C'est magnifique. La vie sur la steppe dépend en grande partie du lait et de la viande. Et puisqu'on en parle, je ferais bien d'en profiter. Je meurs de faim. Avec l'équipe, on va tous prendre quelque chose pour déjeuner. Il suffit de traverser ce petit ruisseau pour passer de ce côté. Bonjour, on peut manger là-bas? Vous pouvez même rester un moment dans la yourte. On ira ensuite explorer une tombe qui est loin de ce côté, mais d'abord, je meurs de faim. Et avant, traversons la rivière. Bonjour. Combien ça coûte un repas ici? 2 à 300 yuan. Pour un groupe? Oui. Et ce n'est que 30 à 40 yuan pour séjourner dans cette yourte. Hein? Oui, c'est un très bon rapport qualité-prix. Le rythme tranquille à Sanda Heizi saura vous charmer, mais il y a une histoire riche derrière cette scène idyllique. Nous rencontrons un expert local, M. Chui, qui explique l'histoire ancienne des lieux. Cette tombe a déjà 3000 ans d'histoire. Au vu de sa taille, on peut dire que c'est la tombe d'un chef. Pourquoi? Est-ce que c'est plus haut, ça signifie quelque chose? Ces tombes qui ont vu l'essor et la chute d'empire sont restées remarquablement intactes. Au Kazakhstan, en Mongolie et en Russie, des trésors funéraires ont été trouvés dans des tombes similaires. On sait peu de choses sur la vie quotidienne ou encore sur les situations politiques et militaires de l'époque. Le propriétaire de cette tombe a un statut supérieur à l'autre. Ces 9 stèles indiquent le statut social. Ces 3 lignes obliques indiquent un chef. Regardez cette stèle. On appelle ça une stèle au cerf parce que des cerfs sont gravés dessus. J'adore le style de vie nomade, simple, il a traversé les siècles. On a peu d'informations sur la culture nomade et les événements qui se sont produits sur les portions est et ouest de la steppe avant le premier millénaire. Mais grâce aux stèles, nous savons que le chamanisme était très vivant. J'aimerais passer quelques jours ici pour une expérience inoubliable dans ce musée vivant. On en trouve dans d'autres régions? Par exemple, à Sanda Heizi, vous pouvez voir un gros tas de pierres et des pierres ossaires et des prairies. Toute cette culture de la prairie, on peut la trouver ici après plus de 3000 ans. Donc nous sommes ici, nous sommes à Tianhe, c'est la Mongolie. Maintenant, nous partageons une frontière et il faut seulement 2 heures pour traverser et c'est exactement là où nous allons. Takashikan est à 500 km d'Urumqi. De l'autre côté de la frontière avec la Mongolie se trouve Bulgan. On est toujours un peu excité à chaque fois que l'on passe un poste frontière parce que vous sentez que vous allez dans un nouvel endroit.
Même si on ne va pas en Mongolie, je suis vraiment curieuse de voir à quoi ça ressemble. Au XIIIe siècle, Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, a établi la dynastie Yuan et cette route est devenue un lien important de la route de la soie. Imagine les caravanes remplies de marchandises passées d'est en ouest sur la route vers l'Europe. Aujourd'hui, informez-vous des exigences en matière de visa. Donc ici c'est la Chine et là-bas c'est la Mongolie. Chacun des deux pays applique un système différent. Vous devez donc prendre note des heures d'ouverture et de fermeture de la frontière. Comme il n'y a pas de service de transport régulier pour faire traverser les touristes, nous vous conseillons de prévoir un véhicule avec votre guide local. Bon, c'est le moment de se dire au revoir. Faites bon voyage. À gauche, vous rejoignez la route 216 et vous pouvez aller directement au district de Fuyun. Nous, on va dans l'autre direction. D'accord. Au revoir, au revoir. Nous avons roulé 100 km de Tinrhe à Keketorai. Ce lieu, avec ses formations rocheuses spectaculaires, est le foyer des nomades kazakhs. Le parc géologique de Keketorai offre un répit aux voyageurs fatigués par la route. Je suis arrivée au parc géologique de Keketorai et j'ai mon billet. C'est un billet de 100 yuan. Il ne permet pas aux voitures d'entrer, donc je vais faire une balade écologique. C'est environ 17 km de la plateforme panoramique là-haut. Ça va nous prendre environ 30 minutes. Ça semble un peu vide en ce moment, mais les routes sont bondées de mi-mai à mi-juin, quand les nomades viennent avec tous leurs animaux et ils se déplacent de leur guerre d'hiver en bas vers leur guerre d'été. Et c'est là que leurs animaux devront paître. Ce sera bondé, ce sera un bon moment pour prendre des photos. Keketorai, ce qui signifie jungle verte en kazakh, se trouve dans le sud de la chaîne de l'Altaï. Il y a 108 pics de granit, mais une formation se distingue des autres. Ouais, c'est l'attraction vedette ici au parc géologique. On l'appelle la cloche divine parce qu'elle y ressemble. Regardez ça, cette belle surface de granit, c'est comme si quelqu'un l'avait juste posée là. La nature est tout simplement merveilleuse. Cette surface de granit, et oh, c'est l'érosion. Et regardez l'arbre dessus. On l'imagine juste accroché. Keketorai peut être comparé au parc de Yosemite aux États-Unis avec ses formations granitiques spectaculaires. Encore plus féeriques, certaines falaises sont situées le long des gorges du fleuve Irtysh. Bien que l'hiver fasse de l'endroit l'un des plus froids de Chine, le printemps et l'automne sont des saisons agréables pour une visite. S'étendant sur 4000 km, l'Irtysh est l'un des plus longs cours d'eau du continent. Prenant sa source dans les glaciers du sud-ouest de l'Altaï, l'eau est limpide avec un éclat d'émeraude qui apaise l'âme. Elle est si propre et si fraîche. C'est le fleuve Irtysh. Il prend sa source dans les montagnes de l'Altaï et il coule d'est en ouest pour se jeter dans l'océan Arctique. C'est le seul cours d'eau en Chine à faire ça. Le passe-temps préféré des locaux consiste à ramasser des pierres dans ce fleuve, alors ne soyez pas surpris de trouver une collection exposée fièrement chez eux. Cet endroit est paradisiaque, en grande partie grâce au fleuve, dont certains disent que son eau amène des propriétés curatives. Qu'on le voit sous n'importe quel angle, cet endroit est tout simplement spectaculaire. Je veux parler de la vue, du soleil, du fleuve, de tout. Ces feuilles deviendront brun doré à l'automne et c'est une période très courte qu'on observe de septembre à octobre. Mais vous pouvez l'imaginer.
Ces Kazakhs vivent à Keketorai depuis des siècles. Vous pouvez maintenant avoir la chance de les rencontrer. Leurs guerres sont regroupées, donc pour une expérience authentique, mangez, buvez et festoyez ici. En plus, c'est relativement abordable. Regardez ces yurts kazakhs qui sont installés un peu partout. Ça me rappelle quelque chose d'un temps pré-moderne. Mais vous savez, les nomades les utilisent encore pour leurs besoins quotidiens et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons rester dans une de ces installations pour la nuit. C'est trop bien. Super, 18, je l'ai trouvé. Nous y sommes. C'est notre jolie petite yourte. On va jeter un coup d'œil. Ah, c'est mignon, regardez. C'est charmant, ce n'est pas tous les jours qu'on peut loger dans une yourte. J'étais donc vraiment impatiente. C'est là que toute l'équipe va dormir. Regardez ces coussins, on va se blottir les uns contre les autres et ça va être confortable. Enfin, tant que personne ne ronfle. Hein. Regardez ça. Notre prochain arrêt, la plus grande base de minerai de beryllium de Chine, Keketorai, qui se trouve dans la ville à une demi-heure du parc. Mesdames, cette mine contient des minerais précieux comme l'aigumarine et pour vous les garçons, il y a du tungstène. Cet endroit était encore tenu secret il y a une vingtaine d'années et ne figurait pas sur les cartes. Mais aujourd'hui, les touristes viennent ici pour admirer les merveilles brillantes de la Terre. C'est la ville de Keketorai et nous y sommes enfin. Voici la salle d'exposition et M. Tiao de Qinghai nous recommande d'entrer ici en contact avec son ami M. Yang, qui est censé nous attendre ici. C'est un local, il sait tout sur Keketorai, il est prêt à nous faire visiter. Oui, ça doit être lui. Il a dit qu'il nous attendrait. Il nous attend près de la fontaine. Allons lui dire bonjour. Bonjour, vous êtes Monsieur Yang? Cette mine contient 80 types de minéraux et de pierres précieuses, une vraie poule aux œufs d'or. Dans les années 60, la Chine a remboursé un tiers de sa dette à l'ex-Union soviétique avec les richesses que l'on trouve ici. Outre les pierres précieuses, le beryllium est un matériau utilisé dans l'aérospatial pour les avions à grande vitesse, les missiles, les engins spatiaux et les satellites de communication. C'est la mondialement célèbre mine numéro 3. Quelles sont ses dimensions? La longueur est de 260 mètres et la largeur de 240 mètres. La profondeur est de 200 mètres. La mine contient également des pierres précieuses. Elle contient non seulement des aigues marines, mais aussi des rubis rouges et des tourmalines vertes. Je me souviens que Ralph Waldo Emerson a dit « Les teintes de l'opale et la lumière du diamant ne sont pas visibles si l'œil est trop près. Je ne peux qu'approuver. » Je vais vous emmener à un endroit où les pierres précieuses sont conservées. C'est la ville des pierres précieuses, c'est Fuyun. Ça va prendre une heure? C'est à 52 km. Fuyun signifie littéralement riche en trésors. Je ne m'attendais cependant pas à voir une ville prospère à 500 km de la capitale provinciale. Je dirais même que Fuyun, ville navée verte, est peut-être même encore plus propre qu'Urumqi. Ici, la vie est belle. La ville est entre le puissant fleuve Irtysh et une montagne, ce qui est un très bon emplacement selon la géomancie chinoise. Je vous invite à un festin de village. Qu'allons-nous manger? Des légumes du village. Ce jardin appartient au village et vous pouvez prendre ce que vous voulez manger. Oh, c'est un jardin biologique? Allez, faisons notre récolte. Choisissez ce que vous aimez. Mon Dieu, c'est incroyable. Dans ma vie, je n'avais jamais fait ça, ramasser comme ça des légumes frais. Je les achète toujours au supermarché, ok, j'ai les pousses de bambou et vous? Les germes de soja. Ça va être notre dîner de ce soir. J'ai l'impression d'aller à une fête. J'ai plein de légumes verts. Est-ce que c'est mûr?
Voici un rapport avec la nourriture qui me manquait cruellement. Aucun pesticide ni produit chimique n'est utilisé dans ce jardin potager. Cela fait partie de l'approche naturelle de l'agriculture du Xinjiang. Vous pouvez facilement trouver de la cuisine ethnique et de style Han à Fuyun. Mon Dieu, c'est si croquant, c'est si bon. C'est incroyable. C'est meilleur que tout. On les a récoltés nous-mêmes et on les mange. De nombreuses pierres précieuses de Kaketouraï sont vendues dans ce genre de magasin. C'est le meilleur endroit où vous pouvez vous approvisionner en pierres précieuses. Au lieu d'acheter de l'or, les habitants sont plus susceptibles d'investir dans les pierres précieuses et les gemmes. Presque chaque famille a un rapport, une affection et même une histoire personnelle associée aux pierres précieuses. Pourquoi vous n'essayez pas? Je vais essayer celui-ci. Oh, c'est magnifique. Regardez comme ça scintille. L'aigle marine est une spécialité de la région, non? L'aigle marine a un ton bleu ciel. Combien coûte celle-ci? Une de cette taille et avec cette teinte, environ 120 000. Quand on était enfant, ça ne valait rien. On les jetait aux oiseaux et on les utilisait pour tirer au lance-pierre. À cette époque, il y en avait partout. La colline en était couverte. Et on en prenait pour jouer, faire des ricochets. L'aigle marine est le principal produit local et possède le bleu limpide de l'océan. Je me sens comme une princesse quand je la porte. Dans les temps anciens, on la considérait comme la pierre porte-bonheur des marins. Avec des prix allant de 20 à plusieurs centaines de milliers de yuan, il y en a pour toutes les bourses. Le développement de l'industrie a rendu la vie confortable et créé une génération spontanée d'experts en pierres précieuses et en roches. C'est curieux de voir cette activité bourgeoise faire partie intégrante de leur vie. Tous nos sacs sont là et nous sommes prêts à partir. C'est avec une émotion douce amère que nous disons au revoir à Fuyun et que nous allons dire bonjour à Altaï. On reprend la route. La façon la plus rapide et la plus simple est de reprendre un vol au départ de l'aéroport d'Altaï pour retourner à Urumqi. Bien que mon voyage touche à sa fin, je commence tout juste à comprendre les subtilités qui font de cette région un lieu unique. Avec sa fascinante mosaïque formée de paysages semi-arides du désert, de la culture nomade, de la prairie et des trésors de la terre, je ne vois que la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes enfin à Altaï et il nous a fallu environ 3 heures en venant de Fuyun. J'ai vraiment apprécié le mode de vie nomade à Sandar Heights et voir la Mongolie au-delà d'une colline a été un régal. Je recommande au moins un séjour d'1 semaine à Kaketouraï car il y a des minéraux et des pierres si précieuses que c'est aussi les merveilles du parc géologique de Kaketouraï. Et maintenant, nous allons voir le reste de l'équipe et transmettre le relais à James qui va poursuivre le chemin vers le nord. Ça y est, nous y sommes. Allons lui dire bonjour. Comment ça s'est passé? C'était mouvementé mais merveilleux. Prépare-toi pour le voyage, il fait chaud, ça brûle vraiment. Je te passe le relais maintenant. Merci beaucoup. Nous vous passons maintenant le relais. James, toi et ton équipe, vous prenez maintenant les choses en main. Nous remettons la caméra au deuxième groupe, ainsi vous pouvez y aller. Bon, c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir.